Franck Le Bihan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en ce 25 décembre. Vous avez à votre actif une trentaine d'années d'action dans l'humanitaire sur beaucoup de terrains. Médecins du Monde France intervient dans une trentaine de pays dans le monde, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Mais aussi sur le territoire national. Et vous dirigez d'ailleurs aujourd'hui les opérations France, ce qui inclut Mayotte. Exactement, oui. Avec un bilan qui est ce matin très très provisoire sans doute toujours, 39 morts, 4000 blessés 10 jours après le passage du cyclone Chido. François Bayrou, le Premier ministre, disait cette semaine que le bilan se compterait sans doute en dizaines, pas en milliers comme le craignent certains. Quel regard vous avez, vous, sur ce potentiel bilan ? Eh bien, écoutez, on espère qu'il a raison. Effectivement, si moins il y aura de victimes, mieux ce sera. Pour l'instant, c'est difficile d'avoir une vision très complète de la situation. On est passé d'un état de sidération juste après le cyclone. Maintenant, l'aide commence à s'organiser. On commence à pouvoir atteindre l'ensemble de l'île. Je pense que d'ici les prochains jours, on aura une vision beaucoup plus concrète et complète des dégâts et des dégâts humains notamment. Là, nos équipes sont en évaluation et sont déjà en action auprès des populations. Mais c'est vrai que sur la dimension des décès, on a une vision très très limitée à ce stade. Oui, donc en fait, peut-être qu'on peut dire que dire des dizaines ou dire des milliers, il n'y en a pas un qui est plus fiable que l'autre. On avait ce matin sur France Info à la radio l'un des prêtres de Mayotte qui, lui, penchait plutôt pour l'hypothèse la plus grave parce qu'on ne sait rien en réalité. On ne sait rien, il a tout à fait raison. Ce qui est le plus surprenant, c'est que nos équipes nous remontent, c'est qu'on ne voit plus les personnes. Avant, Mayotte, c'est une petite île, hein. C'est 20 km sur 60. Hein. Et dans les bidonvilles qui existaient auparavant, qui ont tous été détruits, il y avait une vie, il y avait beaucoup de monde qu'on ne voit plus. On ne voit pas de corps non plus, donc certainement que les évaluations à venir donneront des éléments beaucoup plus concrets et j'espère les moins importants en termes de nombre de victimes. Dans vos équipes, dans les équipes Médecins du Monde, qui représentent combien de personnes là-bas ? On a environ 80 personnes, des bénévoles et des salariés. Certaines sont manquantes ou certaines ont été touchées ? On a reçu des informations de la plupart des personnes. Il ne manque que 2 personnes dont on n'a vraiment pas de nouvelles à ce stade. Et quand on dit, pour poursuivre sur cette zone de bidonville, certains ont évalué à 100 000 le nombre de personnes qui y vivaient. Ça a du sens, ça ? Oui, quand vous dites qu'il n'y a plus personne, ça paraît cohérent, mais ce qui est vraiment surprenant, c'est de ne voir beaucoup moins de personnes qu'auparavant. La lenteur des secours, du ravitaillement, de l'aide humanitaire qui est pointée par certains, est-ce qu'elle est normale de votre point de vue, vu la violence du cyclone, et à quoi elle est due ? C'est dû déjà à l'éloignement de l'île. Hein. C'est plus de 8000 km de la métropole. Donc il y a des enjeux logistiques qui sont importants. Il y avait déjà des difficultés sur l'île auparavant. Même l'eau était une denrée rare puisqu'il y avait des distributions d'eau de 2 à 3 fois par semaine seulement. Donc là, le système était encore un peu plus dégradé. Donc il y a des problèmes aussi de logistique puisque tout doit passer par La Réunion. La Réunion, c'est 2 heures d'avion pour acheminer l'aide sur place. Ensuite, à Mayotte, il y a deux îles, la Petite Terre, où il y a l'aéroport, et la Grande Terre, avec les barges qui, à un moment donné, étaient inutilisables. Donc, il y a des problèmes logistiques qui se sont posés à l'ensemble des acteurs présents sur place. Les urgences qui se présentent là, vous parliez de l'eau. Alors, c'est l'eau potable. Clairement, même s'il y a des distributeurs qui commencent à s'organiser, elles ne sont pas encore réparties sur l'ensemble du territoire. Qui viendra ? C'est des usines de dessalement qui ont été détruites ? Non, il y a une remise en état du dispositif d'eau. Il y a des usines aussi de dessalement et des moyens autonomes de purification de l'eau qui vont être mis en place. Donc ça, c'est vraiment l'élément vital et fondamental. Il y a aussi l'accès à la nourriture, notamment pour les populations les plus précaires, et enfin la mise à l'abri des personnes. C'est vraiment ces 3 éléments qui sont fondamentaux pour assurer un minimum de santé des personnes et ne pas dégrader leur état de santé actuel. De même qu'il y a une impossibilité, aujourd'hui on le disait, d'évaluation du nombre de victimes, il y a la question de la reconstruction et de combien de temps ça va prendre. Alors ça n'est plus vraiment le souci de Médecins du Monde qui n'agit pas sur la reconstruction des bâtiments, mais quand François Bayrou dit on va essayer de faire ça en 2 ans, même si c'est surhumain. Est-ce qu'on s'avance un peu trop sur le délai que ça prendra ? Bon, on a le sentiment que pendant des années, Mayotte a été oubliée. Peut-être que ce drame va permettre effectivement cette reconstruction. Si les délais sont tenus, ce serait merveilleux.
à ton nom de devoir. Certainement qu'il faudra des moyens, du temps, de la réflexion aussi pour reconstruire Mayotte et penser Mayotte aussi dans un environnement avec des acteurs, des États qui sont frontaliers, quelque part comme les Comores et Madagascar, de penser aussi Mayotte dans un ensemble pour que ce soit cohérent par rapport... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire, voilà. Quand on dit reconstruire, parce qu'on dit reconstruire mieux et différemment, là vous ajoutez en incluant Oui, parce qu'il y a une dimension économique dans la zone. Mayotte attire beaucoup de personnes qui en migration, parce qu'ils sont attirés par la dimension économique de l'île. Il faut aussi penser à l'appui à Madagascar, l'appui aux Comores pour qu'il y ait une cohérence économique de l'ensemble de cet environnement. C'est évidemment une cause qui touche tous les Français et peut-être particulièrement d'ailleurs dans cette période de Noël qui est souhaitée en tout cas comme une période de solidarité. Je redirai bien sûr tout à l'heure qu'on peut faire un don sur médecinsdumonde.org, aussi sur Fondation de France d'ailleurs .org. Il y a un sursaut de solidarité qui est enregistré de votre côté ? Oui, très clairement. Très clairement, là, par rapport à... Si on compare à l'année dernière, on voit une générosité du grand public très très forte. Je n'ai pas encore tout à fait les chiffres, mais c'est très notable. D'une façon habituelle, on est aussi appuyé par 350 000 donateurs qui appuient nos actions au quotidien, mais ça s'est manifesté encore plus à Noël pour Mayotte. Oui, c'est lié à Mayotte, mais c'est aussi lié au fait, en temps normal, même dans un contexte budgétaire qui est difficile. Alors, il y a toujours, pour Noël, c'est toujours une période de dons plus important, mais comparativement à l'année dernière, c'est 2 fois plus important si on doit faire cette comparaison. Vous êtes présent aussi, Médecins du Monde, à la frontière italienne, oui. Dans les Hautes-Alpes, et vous avez lancé l'alerte il y a quelques jours sur un durcissement des pratiques des forces de l'ordre. Je cite les mots de Médecins du Monde vis-à-vis des migrants qui veulent demander l'asile en France. Expliquez-nous. La frontière italienne, comme toutes les frontières, constitue un moment particulier pendant l'exil des migrants. Ça devient un danger supplémentaire par rapport au parcours des migrants. Déjà, la plupart qui viennent de l'Afrique subsaharienne sont passés par la Libye, ont traversé la Méditerranée, et pas tous, se trouvent ensuite bloqués à la frontière italienne, essayent de passer par la montagne, et il y a souvent des blessés ou des morts. Il y a eu 3 morts en 2023. Ils ne peuvent pas demander l'asile comme le droit leur permet. Et on sent depuis pendant quelques mois, en 2024, il y a eu une sorte de respect du droit, tout simplement, par les forces de police. Ça s'est durci depuis quelques semaines, et on constate que c'est de plus en plus compliqué pour les migrants de faire une demande d'asile à la frontière italienne. Qu'est-ce que vous préconisez ? Parce qu'il y a eu, et il y a sans doute encore, un afflux de population à ces frontières. C'est même compliqué logistiquement pour les accueillir. On pense qu'il faut organiser un accueil digne pour ces populations. On le répète, migrer n'est pas un crime. Même si ça peut être présenté comme ça par certains acteurs politiques, la migration n'est pas un crime. Donc souvent, ces gens le font contraints et forcés dans la plupart des cas, pour des raisons de sécurité, pour des raisons économiques. Mais il faut organiser, et je pense au niveau de l'Europe, quand on parle, c'est pas uniquement de la France, d'avoir une vraie politique d'accueil cohérente et humaine par rapport à ces populations. Ça rejoint un peu ce que vous disiez par rapport à Mayotte, qu'il faut une solidarité qui dépasse les frontières territoriales, qu'elles soient départementales ou internationales. Ce n'est pas le discours politique ambiant au pouvoir en ce moment. Non, pas vraiment. Et ça nous inquiète de plus en plus. Et on le voit en France, on voit en Europe. Il suffit de regarder l'Italie, pas loin de chez nous, ou même les États-Unis par rapport à ce qui se passe à la frontière mexicaine. Donc on sent ce raidissement par rapport aux questions migratoires qui pose des problèmes et qui fait des morts. Donc c'est ça dont on parle, c'est pas une vue d'esprit. L'alerte dont je parlais, votre communiqué d'il y a quelques jours, évoque clairement un contexte de multiplication d'annonces sécuritaires portées par le nouveau ministre de l'Intérieur. En clair, Bruno Retailleau, qui vient d'être confirmé. Oui. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est que le nouveau ministre de la Justice, M. Darmanin, donc ex-ministre de l'Intérieur, a aussi un discours assez similaire à M. Retailleau, donc sur la question migratoire, sur d'autres aspects aussi. Je pense à la question de l'usage des drogues, où il y a juste une vision répressive du sujet et aucune vision sanitaire. Donc oui, on n'est pas très
on est un peu inquiet de ces nominations. Plus globalement, alors je sais que c'est pas votre rôle premier, de ce rôle politique, mais quand même, vous avez, comme acteur social en France, quel regard vous portez sur la composition de ce nouveau gouvernement d'il y a quelques jours ? Donc, alors, je ne sais pas si c'est... On verra dans les faits, si on revient sur les Outre-mer, donc il y a eu un ministère de créer, ce qui n'était pas le cas précédemment, Manuel Valls, oui. Avec Manuel Valls qui est ministre d'État, donc voilà, c'est le numéro 3 du gouvernement, donc ça donne aussi la dimension de l'importance donnée aux Outre-mer, et ils en ont besoin, et on ne parle pas que de Mayotte, donc on verra ce que ça donne, ça c'est a priori... Ça c'est un appui important à vos yeux ? En tout cas, sur le symbole, c'est important et intéressant. Maintenant, on verra dans les faits ce qui se passe. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau du ministère de la Santé, c'est le ministère du Travail, de la Santé, voilà, donc c'est la santé qui est mélangée dans un ensemble, et on en est au 7e ministre de la Santé qui est nommé depuis la présidence du président Macron. Donc on voit qu'il y a une inconstance dans la politique sur la santé en France, qui touche, voilà, et avec des conséquences qu'on imagine et qu'on vit sur la question des déserts médicaux, que ce soit en zone rurale, que ce soit aussi en zone urbaine. Le plus grand désert médical, c'est le 93, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est la réalité. Donc, le désert médical. Oui, tout à fait. Il y a un déficit de médecins et de dispositifs de santé par rapport au nombre de populations vivant sur ce territoire. Mais avec un état sanitaire des populations qui et vous un inquiète. état sanitaire aussi dégradé par rapport à la moyenne de la population. Oui. Et il va de soi que les questions de santé, quand on est médecin du monde, c'est primordial. Vous entendez ce débat qui a été relancé il y a quelques mois et qui depuis s'invite régulièrement dans les discours politiques sur faut-il modifier à minima l'aide médicale d'État, l'AME, cette mélodie qui petit à petit finirait par s'installer dans les esprits. Vous en pensez quoi ? Bon, on pense que ce serait évidemment une erreur. Nous, on essaie de penser en termes de santé publique, donc pour l'ensemble d'une population vivant sur un territoire. Donc, la suppression de l'AME, ça veut dire plus de gens aux urgences, ça veut dire des gens soignés plus tard, et donc un coût finalement économique pour la société plus important. Donc, ça n'a aucun sens, à la fois économique et sanitaire. Et quand on dit risque épidémique accru, du fait de ne pas soigner correctement des populations de migrants. Oui, de migrants ou de personnes précarisées. Oui, de personnes précarisées, oui, c'est le cas. Ça peut être le cas, effectivement. C'est pour ça que l'AME, c'est pas un dispositif idéal, donc c'est mieux que... Et on aimerait que les gens soient incorporés directement dans un dispositif qui prenne à 100% les personnes, ce qui n'est pas le cas de l'AME. L'AME, c'est vraiment un dispositif de seconde zone, mais qui a le mérite d'exister et qui fonctionne. C'est 0,47% du montant de la sécurité sociale. Donc c'est vraiment marginal. 1,2 milliard en euros. C'est ça. Donc on continue cette discussion dans un instant, mais il est 8h45 et on retrouve le fil info avec Marie Maheu. Jusqu'à 5 heures d'attente pour des milliers de voyageurs en ce réveillon de Noël. Une dizaine de TGV de la ligne entre le sud-est et Paris bloqués après un accident de personne, dit la SNCF. Ça s'est passé dans le sud de la Seine-et-Marne vers 20h. Le trafic a repris dans la nuit. Une attaque massive de l'armée russe ce matin sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, mais aussi sur Kharkiv, la deuxième ville du pays. Le gouverneur de la région appelle la population à rester à l'abri. Au moins 3 personnes ont été blessées. 2 télésièges à l'arrêt pendant plusieurs heures hier après-midi dans les Hautes-Alpes à Super-Dévoluy et en même temps à La Norma en Savoie. En tout, près de 350 skieurs ont dû être évacués par hélicoptère. Et puis c'est une tradition aux États-Unis, le jour de Noël, la NBA est en fête. Plusieurs matchs de basket prévus aujourd'hui et notamment les San Antonio Spurs du Français Victor Wembanyama. Ils affrontent les Knicks à New York, c'est à 18h, heure de Paris. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Augustin Arrivé. Et nous sommes toujours ce matin avec Yannick Lebihan, directeur des opérations France à Médecins du Monde, l'ONG qui est déployée en France bien sûr, et on a parlé de toutes vos actions sur notre territoire, mais aussi sur bien des terrains à travers la planète. Parlons de la Syrie qui est au cœur de l'actualité ces dernières semaines, depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, avec sans doute des zones du pays qui restaient inaccessible depuis quelques années aux équipes de Médecins du Monde. Quelle est la situation sur place ? Quelles sont les informations qui vous remontent ? Alors oui, c'est vrai que pendant des années, il y avait des zones qui étaient inaccessibles, notamment Damas. Et donc là, on a une équipe qui est en train de faire une évaluation en ce moment à Damas pour
estimer les besoins des populations, notamment des besoins en santé mentale. On sait que voilà, les gens ont été très très affectés pendant toutes ces années par cette dimension-là. Donc ça donne d'autres perspectives. Après, évidemment, dans un environnement qui est pas stabilisé du tout, on verra comment se comportent les nouvelles autorités. Pour l'instant, en tout cas, on peut accéder aux populations d'une façon plus évidente qu'avant. Quels sont les besoins? Vous dites que l'évaluation est en cours, mais vous parlez des besoins psychologiques. Il y a un système de santé qui est dégradé, qui s'est dégradé avec le temps. Donc, il faudra voir de quelle façon on peut l'aider à se reconstruire. Nous et d'autres acteurs, bien évidemment. C'est aussi une population qui a été laissée à l'abandon quelque part par son propre État pendant des années, qu'il faudra aussi aider à reprendre confiance. Donc il y a ces enjeux-là. Ce qui est intéressant quand vous parlez de la santé mentale de populations traumatisées, c'est le cas en Syrie, c'est aussi le cas sans doute à Mayotte, dont on parlait un peu plus tôt, mais restons sur la Syrie, c'est que quand on voit une catastrophe, qu'on fait un don, beaucoup de gens font des dons à ces moments-là, on pense tout de suite à l'urgence. La santé mentale, c'est du plus long terme, et là-dessus aussi vous agissez? Exactement. Donc nous, Médecins du Monde, nous agissons à la fois dans l'urgence, mais surtout, la plupart de nos actions s'inscrivent dans le temps long, donc de la reconstruction, voire du développement, pour accompagner les populations vers leur autonomie, notamment en termes de santé. Donc on accompagne au maximum, et surtout en discutant avec les personnes, en respectant aussi leur choix vers leur propre dispositif de santé, la façon dont ils le conçoivent. Et la particularité de Médecins du Monde, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent l'ont en tête, mais c'est de travailler, peut-être à la différence de Médecins sans frontières, d'ailleurs avec des locaux, avec des structures locales le plus possible, c'est ça, des associations. Très peu finalement, on imagine des humanitaires français qui déboulent, pardon pour l'expression, mais ce n'est pas le cas. Alors, on a sur les missions internationales, il y a une centaine d'expatriés, mais on a environ 1800 personnels nationaux. Donc c'est plus avec les personnes des pays que l'on travaille. Sur la France, on travaille, il y a des salariés, mais il y a aussi pratiquement 2000 bénévoles. Donc on essaye aussi de travailler avec les sociétés civiles des pays dans lesquels on intervient. Avec une situation particulière en Syrie, qui est qu'il y a une diaspora qui avait fui la dictature de Bachar al-Assad et qui, ces semaines-ci, reviennent et qui peuvent peut-être être une porte d'accès pour vos équipes sur le terrain. Oui, sûrement. Donc, ce seront des gens avec lesquels on est en contact pour certains, avec lesquels on va travailler certainement dans l'avenir. Vous voyez, et vos équipes voient ce mouvement, il est important. C'est difficile. Je ne pourrais pas vous le dire à ce stade. En tout cas, on sait que ça se fait. Vous êtes aussi à Gaza. Oui. Il ne se passe pas un jour sans qu'une ONG dénonce des violations du droit humanitaire là-bas, des opérations suspendues, des obstructions systématiques, ça c'est Oxfam qui le disait hier, de la part de l'armée israélienne. Vous faites le même constat? Bien sûr, à Gaza et aussi en Cisjordanie, dans un degré moindre, mais effectivement, il y a un empêchement de l'aide humanitaire qui est réel, qui est concret. C'est-à-dire ? Alors ça peut prendre différentes formes, mais c'est empêcher les humanitaires de rentrer, des contraintes administratives, ou bloquer tout simplement l'accès. Il y a aussi la dimension logistique de ne pas pouvoir importer des médicaments, enfin ce genre de choses qui arrivent régulièrement. C'est vrai à Gaza, c'est vrai aussi dans d'autres territoires, mais en tout cas sur... Vous parlez pour Médecins du Monde ou en général ? Je parle pour le Médecins du Monde, mais en général, on voit que les humanitaires ont de plus en plus de mal à avoir accès à des zones qui, auparavant, peut-être un peu il y a 10-20 ans, où c'était beaucoup plus évident de pouvoir intervenir. Mais il y a encore des actions possibles de Médecins du Monde aujourd'hui à Gaza ? Oui, c'est possible, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Qu'est-ce que vous parvenez à faire ? Bon, on a quatre dispositifs de soins, 4 centres de santé qui sont répartis dans Gaza, avec des équipes qui travaillent tous les jours pour apporter de l'aide médicale aux personnes. Donc c'est pas simple, mais on y arrive. Avec toujours cet espoir peut-être d'une nouvelle trêve. La dernière était il y a si longtemps, mais... On espère, mais ça dépend pas de nous malheureusement. Donc en tout cas, nous on intervient auprès des populations avec du personnel palestinien qui s'est vraiment investi. Il faut noter que l'ensemble du personnel palestinien, ils ont tous perdu au moins un membre de leur famille dans les bombardements de ces derniers mois. Donc ils sont aussi quelque part touchés directement dans leur chair et dans leur sang par ce qui se passe. Vos équipes sur place, elles y croient encore à ce cessez-le-feu ? Il y a une forme de... Beaucoup de locaux, beaucoup de Palestiniens notamment. Ils se projettent, mais je pense que l'espoir est minime, il est toujours là. Merci Yannick Le Bihan. Une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que je peux vous souhaiter malgré tout un joyeux Noël ?
Oui, merci. Dans le possible, directeur des opérations France de Médecins du Monde. On peut bien évidemment faire un don pour votre ONG, Médecins du Monde, tout attaché. Je précise que médecin est au pluriel, médecinsdumonde.org. Et puis aussi fondationdefrance.org pour ce qui est le sujet de Mayotte. Merci Bérangère Bonte. Merci, et à demain, le 8h30 France Info, c'est à retrouver sur franceinfo.fr.